Cube Radio. Les Pats s'enfoncent dans la médiocrité. Robert Kraft peut-il trouver une porte de sortie honorable pour Bill Belichick? Les Bills tenteront de retrouver le sentier de la victoire dans un match qu'ils ne peuvent pas perdre contre les Jets. Est-ce que les Eagles pourront prendre leur revanche sur les Chiefs dans le match reprise du Super Bowl lundi soir à Kansas City? Une course aux séries infernale dans la NFL alors que plusieurs équipes sont encore dans le coup à la mi-saison. Les actus de la NFL, les questions du public, la chronique au bar. De savantes analyses et beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on vous promet dans ce nouvel épisode de la Zone Payante. Bonjour à tous, bienvenue dans la Zone Payante. Je m'appelle Jean-Nicolas Gagné, c'est un plaisir de vous retrouver et je suis en compagnie de l'expert football au Journal de Québec et de Montréal, Stéphane Cadorette. Salut Steph! Salut Jean-Nic, on a eu tout un week-end? Oui, hey. Tout un week-end. Hey. Sérieux, là? Ton texte sur Bill Belichick, on s'est pas parlé, là, mais j'aurais pu l'écrire, là. Pour vrai? J'en reviens pas du move de fin. Tu sais, pis je suis pas un expert football, c'est toi l'expert. Moi, je suis comme un amateur, puis je me disais, quand j'ai vu Mac Jones sur le banc, tout dépité, d'abord, j'ai eu de l'empathie, là. Je sais pas, c'est rare que mon cœur chavire pour les Patriots, là, encore moins pour leur corps arrière. C'est vrai. Mais quand j'ai vu la face de Mac Jones sur le banc, je me disais, j'espère qu'il va avoir une chance de se reprendre. Sérieux, là, après son pic, je me disais, il mérite comme... Tu sais, c'est un match... Mais tu trouves qu'il méritait après... Moi, c'est l'interception peut-être la plus horrible que j'ai vue de ma vie. Sans doute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un compétiteur, c'est 10-6, il a encore la chance de retourner sur le terrain et d'aller gagner la game. Si c'était, mettons, 28-3, là, je l'aurais pas retourné. Tu sais, j'aurais dit, c'est assez, va t'asseoir. Mais là, c'est comme tu lui donnes le ballon et tu lui dis « redeem yourself ». Tu sais, t'as une chance, là, pogne-les puis fais-les. C'est là, c'est un define moment. Là. C'est un moment qui peut te définir pour la vie. Ouais. Prends le ballon, traverse le terrain puis prouve-le que t'es le carrière. Tu sais, il y a pas... là, écoute, ce qu'ils ont fait, là, c'est irréparable, à mon avis. Je veux dire, le gars, Mac Jones, mais il peut pas s'en remettre avec les Pats. Ouais, ça t'as raison, avec les Pats. Ça se peut qu'ailleurs, un changement d'heure, on le sait jamais. Mais Mac Jones, il avait déjà fait allusion à peut-être des troubles de santé mentale en ce moment. Il a l'air à dire qu'il est pas tout là, qu'il y a des choses en ce moment plus grosses que le football. Je sais pas, ça vient certainement pas juste de ce match-là. Je pense que ça date de quelques semaines déjà. C'est une saison très difficile pour lui, là, on en convient. Mais écoute, mais si ce moi, moment-là, il y salon... en a eu d'autres des moments où il y y avait la chance, la shot de montrer que c'est un vrai carrière de franchise. C'est pas la première qu'il y a eu. Mais 6 mois dans mon salon, là, je filais pour le gars, là. Imagine ses coéquipiers. Tu sais, je peux pas... Tu sais, c'est encore leur corps arrière, là. Oui, mais ça dépend. On n'est pas ça dans dépend. Le vestiaire, là. À quel point il y a des amis. On le sait pas, ça. Mais, là, ce qu'on a vu de ce match-là, par exemple, c'est que peu importe, on se dit toujours, ouais, comment ça que Belichick, il change pas pour Bailey Zappi? Bailey Zappi, il a fait à peu près pire avec son interception. C'était comme une cascade de comédie, de loufoquerie ou de je sais pas quoi. Ah oui. C'était complètement était dans absurde. Écoute, le gars essaie de faire un fake spike juste pour qu'on arrête l'horloge, mais c'est un fake. Il lance dans le triple coverage. Triple ou même peut-être quadruple couverture. Je sais pas ce qu'il a vu là. Puis là, tu te dis, les Pats n'ont pas d'option. Puis, pour en revenir au texte auquel tu faisais allusion, les Pats, ils n'ont pas d'option à cause de qui en bout de ligne? C'est là qu'il faut en arriver, là. Du coach et du bâtisseur. Parce que le coach, Bill Belichick, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il est encore capable. C'est Bill Belichick, le DG, là, qui a construit un alignement qui est complètement dépourvu de profondeur. Il n'y a pas de solution à l'interne. Là, le monde, oui, mais tu tasses lui, t'amènes un autre receveur. Oui, mais il n'y a personne. C'est ça le problème chez les Pats en ce moment. Puis ça vient de la personne qui l'a construit. Puis Bill Belichick, tu le sais comme moi, Jean-Nic, là, c'est le boss à bord. Là.
Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Il n'y a pas de sous-comité, puis de ci, puis de ça. C'est lui qui fait les calls. C'est lui qui prend les décisions. C'est lui qui se rapporte à lui. Il y a un moment donné où il doit payer, puis j'ai beaucoup de respect pour ce qu'il a fait, moi, Bill Belichick. Tu sais, je veux pas que ce soit une simple critique du genre, finalement, sans Tom Brady, c'était rien. Moi, je trouve que ça, c'est simpliste comme raisonnement. Il a apporté beaucoup aux Patriots, mais en ce moment, il apporte plus rien. Il semble déphasé. Le message ne passe plus. Combien de fois qu'on voit les Pats commettre des erreurs ridicules, qui s'enchaînent? On n'aurait jamais vu ça par le passé. Pour moi, c'est un signe que le fameux Patriot Way, le Do Your Job, toutes les espèces de mantras que les Patriots ont depuis plusieurs années, ça passe plus. Puis là, la seule question, c'est comment tu le sors dans la dignité, là, tu sais, parce que il mérite le respect. Ouais. Il mérite le respect pour ce qu'il a accompli. Tu peux pas comme le tirer comme un vieux chiffon après avoir atteint le tu sais, il est le 2e entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. C'est ça. Tu sais, tu peux pas le... En tout cas, là, on le sait pas, là, mais quand mal moi comment il pourrait le jeter par la fenêtre en mi-saison. T'as raison. Moi, quand je dis c'est le temps que les Patriots tirent la plug parce que c'était mon titre, c'est pas nécessairement là demain matin, mais ça nous prouve que c'est fini, Bill Belichick, en Nouvelle-Angleterre. Il n'y a plus de preuves, il n'y a plus de porte de sortie. Il n'y a plus de preuves à aller chercher que non, il est encore capable, puis peut-être que, ouais, mais l'équipe est quand même compétitive. Non. Pour moi, c'est terminé. Mais la question, c'est comme tu l'as bien dit en intro, comment faire passer ça pour on s'est entendu de manière mutuelle ou tu sais, je sais pas. Est-ce que les Pats peuvent, à la limite, il y avait des rumeurs qui avaient signé une prolongation de contrat avant la saison, secrètement, entre guillemets. Est-ce que les Pats pourraient dire, nous, on va l'échanger, je le sais pas, moi, aux Commanders de Washington qui essaient d'aller chercher de la crédibilité, aux Chargers qui sont incapables de gagner avec un super bon corps arrière, est-ce qu'on pourrait aller l'échanger en obtenant une valeur minimale? Mais juste pour dire, on l'a pas laissé aller pour rien. On fait voir que c'est une situation donnant-donnant. Bill Belichick perd pas la face. Il y a une autre opportunité ailleurs. Ça peut peut-être se passer comme ça, je le sais pas. Mais chose certaine, le point là, de la chronique, c'est que c'est fini, là, c'est terminé là-bas. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Là. Il a perdu les partisans, il a perdu son vestiaire. On le sait pas, là, mais à mon avis, là, Bill Belichick, là, la façon dont il entraîne en plus, là, c'est quand même old school. Là. Je veux pas faire de l'âgisme, là, mais la mode là, en ce moment dans la NFL, c'est les jeunes coordonnateurs offensifs cool qui s'en viennent avec des nouvelles façons de penser puis qui révolutionnent. Mais en partie, mais pas seulement lui, là, tu sais, là. Puis je pense que il en reste là, des entraîneurs âgés, là, Rivera à Seattle, Pete Carroll Mike McCarthy. Ouais. C'est ça. Il en reste, tu sais, qui sont pas, mais. Ouais, mais Pete Carroll est beaucoup plus jeune de cœur, là, tu sais. Écoute, je suis pas là, avec les Seahawks, mais on le voit, là. C'est un gars qui s'est adapté aux nouvelles tendances. Moi, j'ai déjà couvert quelques games des Seahawks. T'arrives à l'entraînement, puis c'est la musique dans le fond, puis tu sais, les gars shootent au basketball avec lui. Tu sais, on voit qu'il y a un côté jeune encore qui veut être proche des gars, ce que Belichick a peut-être jamais voulu. Il préfère une certaine distance, là, tu sais. Une chose est sûre, en tout cas, avec la défaite des Pats en ce moment, c'est qu'eux, ils vont regarder plus pour leur place pour un choix au repêchage à partir de maintenant que faire les séries. Mais, écoute, dans la course aux séries, particulièrement dans l'américaine, il y a de la circulation en chien. Tu sais, quand tu dis que les Bills ont la même fiche que les Raiders, là, on reviendra tantôt là, sur les Bills, mais tu sais, fais-nous un peu le portrait, si tu veux bien, de la course aux séries dans l'américaine. Puis, qui pourrait comme... Là, il y a 7 équipes qui font les playoffs. Oubliez pas par conférence, mais c'est plus 6. Qui pourrait se glisser 7e? Tu vois-tu les Raiders? Tu vois-tu les Jets avec un Aaron Rodgers qui revient? Tu sais, qui tu penses là, qui va être in the hunt là, jusqu'à la fin? Moi, ce qui me marque dans ce portrait-là, c'est que tu regardes en ce moment, si ça débutait aujourd'hui, les Bills puis les Bengals ne seraient pas des séries. Les Chargers non plus. Tu sais, tu regardais ça avant la saison. Là. Bills-Bengals, c'était un automatique. Là. Personne se disait « Ouais, j'ai l'impression que c'est des clubs borderline. » Non.
C'était... on les rentre là, on se pose pas de questions. Ils sont les pas Chargers, en bris d'égalité. Ils ont quand même une bonne fiche, mais c'est le bris d'égalité qui les exclut. Ben, là, le problème, là, tu parles de bris d'égalité. Pour donner une idée aux gens, les Bills sont 1 et 2 dans leur division, 2 et 5 dans la conférence. Ça fait mal en maudit. Les Bengals, 0 et 2 dans la division, 1 et 4 dans la conférence. Ouais. Là, t'es rendu avec 2 prises. Mais ça se remonte. Ça, c'est 2 équipes à 5-5, non? Je me trompe-tu? Les Bengals sont 5-4, je pense, puis les Bills 5 et 5 après la défaite de lundi contre les Broncos. Ça se remonte. Moi, je pense qu'on va voir là au moins un de ces deux clubs-là en série. Mais tu disais qui a une chance de se faufiler en 7? Ça va probablement être dans ces deux-là. Là. C'est ça qui est le pire. Sinon, ben moi, écoute, les Jets continuent de démontrer qu'ils ont une très bonne défense. Là, Aaron Rodgers, on parle d'un retour à la mi-décembre. Il va falloir gagner quelques games à un moment donné. Là. C'est bien beau, Aaron Rodgers qui revient. Je veux bien. Là. Ce serait un exploit remarquable, mais peut-être qu'il va revenir pour rien aussi. Là. Il va falloir commencer à marquer des points du côté des Jets. Puis dans cette course aux séries-là, des petits trucs que je remarque aussi dans la conférence américaine, 3 clubs de la division nord de l'AFC qui sont en série avec les Bengals qui cognent à la porte, mais t'as les Ravens, les Browns et les Steelers. Puis les Steelers, ça c'est drôle quand même. Les Steelers qui sont 6-3, c'est incroyable. Incroyable. Avec l'équipe qu'ils ont. Ah non, mais quand tu dis qu'ils ont la même fiche que les Dolphins... Non, mais c'est pas dans la même ligue, on dirait. Puis les Steelers, pour le démontrer, sont moins 26 en termes de différentiel de points. Puis écoute, tous les matchs cette saison, tous leurs 9 matchs sans exception, ils ont donné plus de verges qu'ils en ont produit. Donc, à tous les matchs, ils se font battre par l'adversaire en termes de production, souvent en termes de points. Puis cette équipe-là est 6-3. Moi, ça me jette à terre. Tu sais, j'ai de la misère à croire que cette formule-là peut résister jusqu'à la fin. Là, les Steelers semblent trouver un certain jeu au sol depuis 2 semaines. Ça, c'est encourageant pour eux. Mais, écoute, tu peux pas vivre éternellement sur des interceptions en fin de match, un sac strip fumble sur un 4e essai désespéré. Tu sais, c'est souvent des situations comme ça qui ont sauvé les Steelers au dernier moment cette année. OK, puis là, je vais te mettre sur le spot. Est-ce que les Broncos peuvent faire une run pour les playoffs? À 17, mettons, ils font ces playoffs. Ah, à 17, je pense que oui. Puis de la façon que leur défense joue, moi, j'exclus rien. J'exclus absolument rien. Puis je sais qu'il y a des clubs en vogue en ce moment. Tu sais, on peut parler des Texans de Houston qui sont 5 et 4. Ça, c'est inattendu. C'est la plus belle surprise dans la NFL, peut-être. Mais il reste du football à jouer. Là. Il reste du football à jouer avec un corps recru, avec une équipe extrêmement jeune. C'est pas juste CJ Stroud qui est jeune. Faut faire attention. Là. À un moment donné, je pense qu'il y a quand même des équipes qu'on a nommées là-dedans qui sont pleines de bons vétérans, des joueurs d'expérience dans des situations très corsées. Puis en bout de ligne, ça peut les avantager là, au fin fond de la course. OK, on va revenir tantôt avec les matchs de la semaine pour parler plus en détail un peu justement des équipes qui sont en course. Ben oui. On veut faire un petit point quand même, Steph, sur le football canadien. Canada! On est un podcast qui principalement se concentre sur la NFL, mais il s'est passé quand même des choses incroyables en fin de semaine. Ben oui. On peut commencer rapidement par le match Roger-Carabin. Moi, je suis un alma mater de Laval. Les deux, on vient de l'Université Laval. Fait qu'on a vu notre équipe se faire battre par les Carabins. Ils ont fait beaucoup meilleure figure que à quoi on s'attendait, en tout cas dans mon cas. Là. Peut-être pas à l'attaque, mais au moins en défense. Ils ont limité les dégâts. Écoute, ils ont donné 3 points à l'attaque. Là. Ils ont perdu 12-6. Ouais. Mais ils ont donné seulement que 3 points à l'attaque. Alors, c'est quand même bien. Et on en a marqué 6 à Laval en avant. Si c'était juste les attaques, on aurait gagné. Mais bon, malheureusement, il y a d'autres facettes du jeu. Ben, heureusement, alors, moi, je dirais, là, parce qu'à un moment donné, il faut que la défense joue aussi. Non, exactement. Donc, est-ce que... Et il y a ce match-là, tu pourras passer un commentaire quand je vais te passer la parole, mais il y a surtout les Owls, les Alouettes, qui s'en vont à la Coupe Grey contre toute attente. Toronto qui avait dominé la saison. Ouais. Et ils ont eu l'air d'une équipe qui avait pris le game à la légère, mais terrible. Et ils seront en finale de la Coupe Grey en fin de semaine contre les Blue Bombers.
Tes prédictions, puis qu'est-ce que tu as pensé de ces deux matchs-là? Les Carabins, là, premièrement, c'est comme tu le disais, là, tout un effort défensif. Honnêtement, c'est pas la meilleure défensive au pays pour rien. Là. Statistiquement, c'est une équipe qui a même pas donné 100 points cette année en saison régulière. C'est ce qu'on a vu en saison, c'est reproduit contre Laval. Puis, moi, je trouve que on va tasser tout ce qui est partisanerie, alma mater, whatever. Là, ça change rien à la chose. Ce qui est le fun dans cette rivalité-là en ce moment, c'est que chacun tire son bout de la couverte. Il y a une année que c'est Laval qui gagne. T'sais, l'an passé, Laval a tout gagné. On visait le doublé. Finalement, c'est Montréal cette année. Je trouve que ça égale les chances côté recrutement. C'est ce qu'on veut voir. T'sais, rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps que ça, Jean-Nic, là, Laval dominait outrageusement. Il y avait une équipe. C'était un exploit. Mais là, il y en a deux. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que les Carabins et les Rouge-et-Or s'affrontent pour la Coupe Dunsmore. Ça aussi, à un moment donné, il va falloir que ça se casse. Ça. Exactement. Excellent point. Là. À un moment donné, il va falloir que Sherbrooke ou Concordia ou McGill fassent de quoi. Mais je pense pas qu'on est proche d'en arriver là. Tu sais, c'est une domination complète. C'est déjà mieux deux clubs qu'un comme avant. Donc, c'est ça. Les forces se partagent. Mais bonne chance, par exemple. Ça va être tough samedi, là, le UTEC Bowl contre Western. Tu sais, on pourrait dire en quelque sorte que c'est la Coupe Vanier avant la Coupe Vanier, là, pour ceux qui tripent sur le football universitaire canadien, parce que Western est numéro 1 au pays, Montréal est numéro 2. Ça promet. Là. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment la défense de Montréal va réagir contre un adversaire de ce calibre-là. Bon, parle-nous de la Coupe Grey Cup. Là, on est dans un pays bilingue, on va parler bilingue. La semaine de la Coupe Grey Cup Week, donc, qui est commencée. Comment tu vois, est-ce que juste d'aller à la Coupe Grey Cup là, pour les Alouettes, est-ce que dans le fond c'est quasiment suffisant? C'est un exploit en tant que tel, ils devraient être contents de ça ou ils s'en vont là gagner contre une équipe qui est là depuis 3 ans? Là? Tu peux pas aller là en touriste. Là. Winnipeg, je sais, c'est leur 4e année de suite. Ils ont gagné 2 des 3 dernières. Mais c'est ça le danger pour les Alouettes, c'est d'arriver là, d'être impressionné, puis de « Oh wow, on est rendu, c'est donc ben hot, on a surpris tout le monde ». Parce que l'exploit est déjà réalisé. Mais tu veux pas t'arrêter là quand même. Une fois que t'es rendu, je peux pas croire. Mais c'est quand même, faut le souligner, le chapeau, les Alouettes, parce que t'arrivais, rappelle-toi, en mars l'année passée, on savait pas trop. Ça va être qui le propriétaire? Comment cette équipe-là va être dirigée? Ah ouais. L'équipe avait les mains liées là. Sur le marché des joueurs autonomes. Il y avait les mains liées. Il pouvait rien faire. Il pouvait pas dépenser une scène. C'est quelque chose quand même, t'arrives, puis finalement, t'as un nouveau proprio, un nouveau président, un nouveau DG, un nouveau coach, un nouveau corps arrière, puis tu réalises ça, ben chapeau, honnêtement, là, c'est que tout ce beau monde-là, ça m'a fait penser un peu à l'histoire des Golden Knights de Vegas, la première saison, l'année d'expansion. Moi, je me rappelle, j'étais allé là, puis les gars disaient, on est les misfits. Personne ne voulait de nous. On a été des gars ramassés à la dernière minute dans un repêchage d'expansion, des équipes qui nous ont pas protégés. Il y avait un petit côté de ça, des Alouettes, cette année, là. C'est-à-dire qu'on ramasse des gars à dernière minute, on fait une équipe comme on peut avec les moyens qu'on a au dernier moment quand tous les autres alignements sont bien construits. Puis tu arrives à te bâtir une équipe qui a de la volonté, qui s'en va à Coupe Grey. Encore comme les Carabins, chapeau à la défense. C'est surtout cette unité-là qui a traîné l'équipe cette année. Puis particulièrement Marc-Antoine Dequoy. Écoute, là, le maraudeur, on l'a vu, un pick six encore une fois en début de match. Puis Dequoy, faut pas oublier une chose, tout un athlète. Il avait même obtenu un essai, rappelle-toi, dans la NFL avec les Packers de Green Bay. Il avait été invité à leur camp d'entraînement, il avait été retranché. Mais quand même, ça démontre la qualité de joueur de football là, qu'un gars comme lui peut être. Fait que chapeau pour tout ça aux Alouettes. Chapeau et puis bonne chance pour la fin de semaine. Et comme Chris Berman a dit dans son 3 minutes... Yes! Hey, c'était bon, ça. Toute la distance! Faites-le toute la distance. Chris Berman, tu sais, il a tellement dit cette phrase-là, hein. He could go all the way. J'ai trouvé que c'était une belle attention. Go all the way! Oui, tout à fait. Il nous parle de Joe Burrow aussi qui a forcé... Ouais. Joe Burrow qui a eu l'idée aussi ou la délicatesse de porter le chandail de son père, qui a aussi joué pour les Alouettes au poste de corps arrière dans les années 70-80. Ah, il était pas corps arrière, Jim.
Jim Burrow, il me semble qu'il jouait en défense. Je me rappelle plus. Ben, là, bref, mais il peu a joué importe, pour les là, Alouettes. écoute, C'était quand même une belle... oui, c'est une belle pensée. OK, ben bonne chance aux Alouettes. Bonne chance aux Carabins en fin de semaine. On fait une pause et là, c'est le temps de retourner dans la NFL parce qu'on va parler des matchs de la semaine. Bougez pas. On est de retour au podcast La Zone Payante. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez nous voir en vidéo. Wouhou! Pour ceux qui veulent nous voir en vrai, vous pouvez nous trouver sur YouTube, dans Cube Radio, ou vous pouvez aller sur la plateforme Cube et aller trouver le podcast La Zone Payante. Donc, nous sommes disponibles maintenant en audiovisuel. Mais bon, vous pouvez très bien nous consommer en audio aussi. Ben oui, si vous préférez faire la vaisselle ou courir en nous écoutant, ça nous va. On est là pareil, là. Exact. Et on est là cette semaine pour parler des prédictions. T'as eu combien la semaine passée, mon cher Stéphane? Ah, j'ai eu un petit 8, il me semble. 8, je pense que tu fais de l'embellishment, là. C'est moins que ça? Je dirais moins 7. que ça? Ah! Colin. Ah non, c'est pas bon ça. On efface, on recommence. Ouais, j'ai eu 9, moi, quand même. C'est pas mais là, on a un ami, hein, on reviendra aux questions des auditeurs, mais notre ami Thomas de Bordeaux, comme tu aimes le dire, il suit bien le décompte. Là. On va être à jour avec lui. Là. OK, jeudi, premier match de la semaine, tout un match, les Ravens contre les Bengals. Les Ravens qui se remettent d'une remontée là, incroyable. Les Ravens, je sais pas pourquoi ils sont pas capables de garder des avances comme ça. Une équipe aussi bien coachée, à chaque fois, ça m'étonne. Ils ont encore perdu contre les Browns en fin de semaine, une avance de 2 touchés. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine, jeudi, contre les Bengals à domicile? Écoute, premièrement, là, c'est vrai ce que tu dis, c'est une excellente observation. Les Bengals, c'est pas la première fois. Là. L'année passée, c'était un problème récurrent de se faire remonter comme ça. Ouais, les Ravens. Écoute, très, très dur à prédire, mais j'ai l'impression que le club le plus désespéré va l'emporter. Puis là, les Bengals sont sérieusement désespérés. Tu peux plus perdre beaucoup de matchs. T'as plus de marge d'erreur. Ça a été très serré, les deux adversaires en début d'année. Les Ravens l'avaient emporté, mais Joe Burrow, rappelle-toi, à ce moment-là, il était très hypothéqué là, par sa blessure. C'était pas le même corps arrière du tout. Puis ça avait été très serré malgré tout. Fait que je pense que ça va être le petit step là, pour passer par-dessus. Burrow en parfaite santé, le fait que les Bengals luttent là, vraiment, c'est pas exagéré de le dire, pour leur survie. J'y vais avec eux dans ce duel-là. Bon, mais je pensais qu'on allait commencer en s'ostinant, mais non, moi aussi, je prends les Bengals. J'ai eu plusieurs inquiétudes avec les Ravens qui ont des blessés aussi beaucoup. Puis Lamar perd un peu de son identité. Je trouve que il hésite, il est plus hésitant, il va moins au sol. Je sais pas. J'essaie de le comprendre. Je trouve qu'il perd un peu de son identité. Peut-être qu'il essaie de jouer plus pocket passer. Bref, je pense que les Bengals vont l'emporter jeudi. Tu parlais de blessure, juste évoquer la blessure du demi de coin Marlon Humphrey. C'est très important du côté des Ravens, là, surtout quand tu joues contre un club qui a autant de bons receveurs. Ça peut faire très mal jeudi. Les Cowboys qui viennent de clencher les Giants s'en vont voir Bryce Young en Caroline. Est-ce que 10.5 le spread, je présume qu'on va prendre tous les deux les Cowboys, mais est-ce qu'ils vont remplir le spread? Ah oui, les deux. On prend les Cowboys, les deux, puis le spread, les deux, là, pas de niaisage. Dak Prescott est en feu. Là, ça fait quand même là, 4 semaines en ligne qui a un rating d'au-dessus de 100. Il joue très, très bien en ce moment. Puis, tu sais, écoute, ça risque de ressembler à la semaine passée. Peut-être moins pire, là, parce que les Panthers ont quand même plus de fierté que ce que les Giants montrent en ce moment. Mais je vois pas comment ils vont être menacés dans cette rencontre-là. À Cleveland, on va voir un bon duel de division. Là. Les Ravens affrontent les Bengals et les Browns affrontent Pittsburgh. Donc, ça va bouger dans cette division-là. Les Browns sont favoris par 4. 2 équipes à 6-3. Ouais, c'est tout le temps bon, ces matchs-là. AFC North, là, c'est une division que j'adore. C'est peut-être pas le spectacle les plus sexy, les plus explosifs, mais en termes de football de qualité, c'est rare que ces équipes-là jouent tout croche, commettent plein d'erreurs. Ça devrait être du bonbon. Du côté des Sean Steelers... Watson, vas-tu jouer? Ouais, ça devrait, mais là, c'est tout le temps, il va-tu jouer toute la game?
La semaine passée, ça a été très drôle de Sean Watson parce qu'il a été affreux en première demi. Il est arrivé en deuxième demi, ah oui, tout le 14 monde en disait, 14. 230 millions garantis. Vous êtes fourrés. Mais là, Puis là, il a été de Sean Watson en deuxième demi. Puis, par contre, à travers ça, il s'est fait mal à la cheville, il avait déjà mal à l'épaule. Il a continué de jouer cette fois-là, donc c'est encourageant. Puis les Steelers, tu sais, je te disais tantôt, ils courent mieux la balle dernièrement. Ben, écoute, dans les 2 dernières semaines, je voyais qu'ils ont couru avec le ballon 55% du temps. Dans les semaines avant ça, là, c'était 39%. Donc, je pense qu'on veut y aller avec une nouvelle identité du côté de Pittsburgh. On veut enlever le ballon un peu des mains de Kenny Pickett, de ses petites mains, devrais-je dire. merci. Puis écoute, ça porte fruit, mais c'est dur de courir contre les Browns, c'est dur de passer contre les Browns, c'est dur de tout faire contre les Browns. Je vais y aller avec eux. J'y vais avec les Browns, une victoire encore signée par la défense. Moi aussi, les Browns à domicile, avec Deshaun Watson. Il commence à montrer quand même qu'ils sont supérieurs quand il est là. Donc, s'il joue, je vais y aller avec les Browns. Je vais prendre la clause journal. S'il joue pas, je vais prendre des Steelers. Good, on note ça. Les Lions reçoivent les Bears. Les Lions sont favoris par 9,5. Ben là, le seul mystère qui pourrait faire des surprises. On ne sait jamais, mais le mystère pour moi, c'est est-ce que Justin Fields revient au jeu? Moi, je pensais qu'il revenait la semaine passée. Il y avait des chances. Il s'est échauffé, tout, puis pas tout à fait. Là, on voit que les Bears, à un moment donné, je pense qu'il faut qu'ils le ramènent. Tyson Bagent, on l'a dit, là, c'était une belle histoire, c'était sympathique, mais là, OK, c'est assez, ça suffit. Puis les Lions, se sont remis sur le droit chemin. Ça avait été dur, la défaite contre les Ravens, mais là, on recommençait à vraiment bien jouer. Très, très fort au sol la semaine passée. J'ai l'impression qu'ils vont piler d'en face des Bears avec David Montgomery puis Jahmyr Gibbs. Victoire Lions. Ouais, victoire des Lions, moi aussi. J'y vais aussi avec... je vais te laisser parler parce que la game la game suivante, c'est comme 2 équipes qui se cherchent. Là. Les Packers qui reçoivent les Chargers. Ouais. Ça, tu sais, dans le temps normal, ça serait une bonne game, mais là, j'ai l'impression que ça risque de finir comme 15-9. Les Chargers sont favoris par 3,5. Jordan Love, la semaine passée, j'ai trouvé qu'il a été à l'image de sa saison. Tu sais, il a connu un très, très bon début de match. Là, tu te dis, il y a un déclic qui s'est fait. Là. Tu sais, il a rejoint ses receveurs, des passes vraiment exceptionnelles dans la zone début. Puis là, en deuxième demi, ça s'est non seulement éteint, mais ça s'est terminé par 2 revirements en fin de match. C'est un peu ça, Jordan Love, cette année. Là. C'est de l'inconstance, des très, très bons moments, mais des moments beaucoup plus difficiles. Les Chargers, écoute, ça, d'une semaine à l'autre, c'est une foutue boîte à surprise. Là. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Mais on l'a vu là, la semaine passée contre Détroit. Ils les ont tenus. Ils peuvent faire des points. Quand Justin Herbert est sur son X, qui est extrêmement dangereux, écoute, c'est pas une équipe là, qui s'en va, qui est partie pour la gloire, les Chargers, mais je pense qu'ils ont assez là, pour battre les Packers. Je vais les favoriser. Moi aussi, je vais prendre les Chargers, tu m'as convaincu. J'ai l'impression que Jordan Love, il peut pas encore, on peut pas y faire confiance, puis il y a pas d'autres unités dans les Packers qui peuvent t'inspirer assez confiance pour choisir les Packers. Donc, je vais avec les Chargers. Bon retour. Bon, considères-tu qu'en Arizona, ils sont contents de retrouver leur carrière? J'ai trouvé qu'il a quand même bien joué. Mais ils s'en vont à Houston affronter un Red Hot corps arrière qui est entré dans la discussion du joueur par excellence de la Ligue même, là, au-delà de la recrue de l'année, CJ Stroud. Fait que là, démêle-nous ça. Qui tu penses qui aura l'avantage dans ce match-là entre Houston et Arizona? 5 points d'écart prévus selon Vegas en faveur des Houston Texans. Ça te montre le 5 points d'écart que les preneurs au livre respectent le fait que Kyler Murray est revenu. Tu sais, tu disais il a bien joué la semaine passée, oui. Puis il a montré surtout, je me rappelle d'un jeu, là, c'était un 3e essai et long. Il est parti, spiné sur lui-même,
feinté une coupe de gars, puis il est parti à pleine vitesse. Ce qu'il a démontré, c'est qu'il a encore sa mobilité. Ça, ben, c'est rassurant. Parce que un torn ACL, là, le fameux ligament croisé antérieur, tu sais jamais comment un joueur très athlétique revient de ça après quelques mois. Fait que ça, ben chapeau, tant mieux pour lui. Il reste que les Cards, ils ont quand même plein de trous. Là. Tu sais, Kyler Murray les améliore, certes, mais il y a quand même des croûtes à manger là. Moi, j'y vais avec les Texans. CJ Stroud est trop hot. Puis pas juste CJ Stroud, le pass rush. Vraiment, là, on met énormément de pression. La semaine passée, Joe Burrow, ça a été très difficile à ce niveau-là. C'est un peu là aussi que le match s'est gagné. Sheldon Rankins de l'intérieur qui arrêtait pas de venir harceler Joe Burrow. Will Anderson aussi. Will Anderson, les sacs sont pas nécessairement beaucoup au rendez-vous depuis le début de l'année, là, mais ça va venir. Là. Il est souvent en face des corps arrière, donc c'est une question de temps. Texan. Et Any Given Sunday, moi je pense que faut qu'ils en perdent une, les Texans, là. Je pense qu'ils sont sur une balloune. Moi, je prends une chance, là, mais c'est vraiment parce que Arizona est très, tu sais, est faible, là, parce qu'une équipe plus proche des Texans, j'aurais pris sans hésitation. Là, j'hésite un peu. Je vais quand même prendre les Cards parce que j'ai l'impression que c'est un match piège un peu pour les Texans. Retour à domicile. Ils arrêtent pas de fêter dans le vestiaire. Ils vont se prendre pour un autre. Ils vont perdre ce game-là. Ben, il avait perdu d'ailleurs contre les Panthers qui étaient très, très, très faibles. Puis, tu sais, ce genre de match-là, il y a toujours une pleure de banane là, quelque part que tu peux piler dessus. Les Jags sont favoris par 6.5 contre Tennessee. Will Levis là, qui s'est pas démarqué, il n'a pas fait d'erreur. Mais... Bon, mais ça n'a pas été un bon match. Il a fait des erreurs en fin de match. Non, t'as raison. Oui, non, c'est vrai. Puis l'attaque n'a pas bougé le ballon. Là. Ça a été très difficile contre Tampa. En fait, sa première sortie avait été extraordinaire. Sa deuxième contre Pittsburgh, moi, j'avais trouvé ça bien, là, parce que même si l'équipe avait perdu, on voyait qu'il se passait des choses. On voyait la qualité de son bras. Là, contre Tampa, ça a été quand même plus difficile, mais écoute, ça, c'est normal. Là, c'est une recrue, un choix de deuxième ronde. Tu t'attends pas que ce soit tout le temps un long fleuve tranquille. Puis les Jaguars, ben là, j'ai l'impression qu'ils vont ressortir fort. Ça a été peut-être un électrochoc là, de se faire donner une sacrée volée contre les Niners. Ça faisait dur. Tu sais, tu veux montrer que tu es un club sérieux puis tu t'en vas t'effondrer comme ça. Ils ont des choses à prouver. Je pense qu'il faut travailler du côté défensif surtout. Peut-être mieux protéger Trevor Lawrence aussi. Il n'y a pas tant de sacs que ça à ses dépens, mais Lawrence, il décoche très, très vite. Fait que ça améliore un peu là, les choses, mais ça fausse la donne un peu. Là. Il y a quand même beaucoup de pression sur lui. Donc, il y a des choses à corriger, mais je pense que cette équipe-là a largement le stuff qu'il faut pour battre les Titans cette semaine. Ouais, moi aussi, victoire des Jags. Travis Etienne pour mimer nos amis anglophones. Là. Travis Etienne va bien jouer, il va se reprendre après un match difficile. Victoire des Jags. OK. Les Dolphins reçoivent les Raiders, qui sont 2 victoires en ligne, qui sont 5-5. La bonne humeur semble revenue. Et aussi joue bien. Je vais être à ce match-là en plus. Et il n'est pas impossible que je revête mon chandail de Tua. Même si j'en ai discuté tout à l'heure avec la famille, parce que, tu sais, je voudrais pas comme gâcher le plaisir de tout le monde en disant qu'en plus, c'est de ma faute parce que je l'ai porté malheur en mettant son chandail. Ils m'ont dit, il y a 60 000 autres personnes dans le stade, là, tu penses que t'es pas tout seul qui peut porter malheur. Je pense qu'il faut que tu passes à travers ta peur, là. C'est le moment de le faire, là. Faut que tu le fasses. Tu penses? C'est le moment que je mette mon chandail? J'en suis écoute, c'est convaincu. Un cadeau qui date d'il y a 2 ans. Là. Je l'ai pas encore mis. Non, il faut que tu le portes. Puis écoute, c'est là ou jamais. Là. C'est quoi la meilleure occasion? Ouais, qu'est-ce que tu vas avoir de mieux que ça? Au Super Bowl dans ton salon? Je pense que oui. Puis, non, mais j'ai un jersey de Reggie Bush, j'ai un jersey de Ricky Williams, j'ai un jersey de Ryan Tannehill, j'ai un jersey de Chad Pennington, j'ai un jersey de Davon Bess.
J'ai d'autres choix. T'as-tu fait exprès, là? Ouais. Ben, écoute, les Dolphins sont favoris par 10 points. Donc, déjà là, ça me rassure sur le fait que je vois une bonne game, là. J'ai l'impression qu'on a des bonnes chances de gagner. Fait que je vais prendre les Dolphins. Je vais essayer de pas leur porter malheur plus que ça. Je vais prendre les Dolphins en fin de semaine qui sont favoris par 10. Ouais, regarde, le plus gros défi des Dolphins dans ce match-là, c'est juste de contenir Max Crosby. Mais depuis le début de l'année, tu sais, on voit que Tua passe rapidement, là. Je pense qu'il y a clairement une volonté de pas l'exposer là-dessus. Il n'y a pas une autre menace dans cette défense-là, moi, qui me dit qu'ils vont résister aux assauts répétés des Dolphins. Est-ce que Devon Achane pourrait revenir pour ce match-là? Oui, il s'entraîne. À tout de plus. Le coach a dit qu'il était week to week, mais il devrait jouer. Là. Écoute, ça, tu peux pas te tromper. Tu prends les Dolphins, tu prends le spread, puis tu prends le chandail. Parfait, c'est noté. Bon. Les Commanders, une game intra-division, mais contre les Giants, là, on peut y aller rapidement. Les Washington sont favoris par 9.5. Les Giants sont clairement en direction de la cave. On va prendre les Commanders. En tout cas, dans mon cas, c'est le cas. Oui, ça va être ça. Puis là, la seule chose à signaler dans le cas des Giants, tu sais, Brian Daboll a fait des bonnes choses là, quand même depuis qu'il est arrivé là-bas. Mais la semaine passée, c'était une 6e défaite par au moins 14 points. Ils paraissent souvent très mal. Tu sais, ça, si tu veux plus voir ça à un moment donné, là, et je comprends, il y a des blessures, c'est pas facile là, de gérer ça. Mais rendu 3e QB, il faut quand même leur donner ça. Là. Le spectacle qu'ils offrent cette année, c'est pitoyable. Là, puis ça risque pas de s'améliorer dimanche. OK. Un autre match qui semble facile à caler, les Niners qui ont repris un sentier de la victoire. Là, parce que ceux qui avaient des doutes, on s'entend qu'ils les ont cachés profondément dans leur sacoche parce que là, ils ont joué tout un match. Le retour de Deebo Samuel et le retour de Williams aussi ont paru. Est-ce que ils peuvent donner une opposition? Est-ce que les Bucks peuvent leur donner une opposition en fin de semaine? Eux qui sont négligés par 10.5, un autre gros spread. Ben, ils peuvent donner une opposition, oui, là, parce que les Bucks, depuis une couple de semaines, quand même pas du mauvais football. Tu sais, ils ont battu Tennessee à plate couture, puis le match d'avant, il avait été très compétitif là, contre Houston, perdu sur un toucher de dernière seconde. Fait que c'est pas du mauvais football, mais il reste que les Niners sont une équipe clairement supérieure. Je pense qu'ils ont frappé leur mur. Là. Il y a tout le temps un mur à un moment donné ou un autre dans une saison pour une équipe même dominante. C'est une bonne chose. Mais il y avait des blessés. On se rend compte que s'ils sont pas en santé, ils sont pas aussi bons qu'on pense. Ben, il y a une fragilité, mais on peut dire ça de bien des équipes. Moi, les Niners, je continue. Ouais, mais je continue de croire, moi, que c'est très sérieux de leur côté, là. Qui, dans la conférence, à part Philadelphie, qui tu vois peut-être mieux qu'eux autres, toi, personnellement? Non, il y en a pas. Détroit à peine, mais non, t'as raison. Peut-être Détroit, mais encore là, je pense que rendu d'un grand moment, on va revoir San Francisco sortir plus que Détroit. Je suis d'accord. Fait que victoire Niners, tout ça pour dire que oui. Ouais, moi aussi, je vais avec les Niners. Maintenant, on s'en va à Buffalo. Et là, on peut s'attarder un petit peu à Buffalo. Je sais qu'on s'étire un peu dans les prédictions, mais là, Buffalo, là, on va en parler un peu aussi dans les questions des auditeurs. On peut y aller rapidement. Ils ont congédié leur coordonnateur offensif cette semaine. Ouais. Ils ont terminé un match terrible lundi soir contre les Broncos. Une fin affreuse. Ouais. Josh Allen est le meneur, je pense, pour les revirements dans la NFL. On en a parlé déjà la semaine passée, là, que la Bills Mafia commençait à être inquiète de leur équipe. Là, ils affrontent les Jets. On s'entend qu'ils peuvent pas perdre contre les Jets. Là. Ils peuvent pas perdre, mais la seule affaire, c'est qu'ils l'ont déjà faite. Ils ont perdu la première semaine de l'année contre eux. C'est que c'est pas une commande évidente. Ils ont de la misère contre cette équipe-là. On dirait qu'ils matchent pas bien. Puis j'ai vraiment de la difficulté à mettre le doigt sur le bobo là, pour les Bills. Est-ce que c'est un manque d'agressivité dans le play calling?
sais, je me dis Ken Dorsey, oui, là, il paye le prix parce que ça prend un bouc émissaire, mais est-ce que le problème est pas plus haut? Est-ce qu'il faut commencer à se poser des questions sur Sean McDermott? Est-ce que c'est pas beaucoup là, la double tâche d'être coach et de diriger la défense aussi? Il y a toutes sortes de questions qui se posent. C'est pas Sean McDermott qui a envoyé 12 personnes pour sur la tentative de placement. Là. Ça, c'est des gars mêlés, mal dirigés. Là. Ouais, mais on dit ça, mais tu sais, je veux dire, tu peux pas donner un placement de 40 verges à la fin du match qui peut décider du match. Il y a beaucoup de... On en a parlé souvent. Il est responsable de défensive, mais enfin... Ouais, mais tu sais, c'est-tu le coordonnateur des unités spéciales? Est-ce que c'est le fait que, tu sais, ça a été un changement très rapide, là? Les Broncos ont pas pris de time-out, ça s'est fait rapidement. Il y a toutes sortes de choses dans ce jeu-là, mais c'était horrible. Puis, je te dis, Jean-Nic, que j'ai vraiment de la misère à cibler spécifiquement. Il est où le problème pour les Bills? On en a parlé plusieurs fois cette saison, tu sais, Stefon Diggs qui est un peu trop tout seul comme receveur. Tu sais, t'as vu, il y a une passe, on parle des revirements de Josh Allen, là, mais il y a une de ses passes interceptées lundi contre les Broncos qui a carrément filé entre les doigts de son receveur Gabe Davis, là. Ah oui. Il y a tout ça, c'est tout le monde qui est pas au niveau. Beaucoup de ballons échappés aussi, tu sais, même James Cook a été béni des dieux. À un moment donné, il est en pleine course, il échappe le ballon, il le récupère au vol quasiment. Mais cette équipe-là joue de façon négligente. Il y a pas de confiance en ce moment. L'attaque est vraiment en perte de confiance. Est-ce que c'est la solution là, de se tourner vers Joe Brady comme coordonnateur à l'attaque plutôt que Ken Dorsey? Il semble qu'il y a une très bonne relation avec Josh Allen. Il était son coach des corps arrière. Brady avait une bonne réputation là, dans le passé quand il était à LSU, lui, l'année de Joe Burrow puis des Tigers de LSU avec Ja'Marr Chase. Toute une équipe, puis on l'a amené avec les Panthers, avec Matt Rule, qui a été un échec monumental, mais ce gars-là était reconnu comme une jeune étoile montante dans la NFL. Est-ce que ça peut aider la cause des Bills de changer d'air un peu, de changer de tactique? Peut-être, ça reste à voir. Ok, j'ai besoin de ta prédiction, là. Il y a des problèmes profonds, mais, victoire des Bills. Zach Wilson. Écoute, à un moment donné, ça peut pas faire. Les Jets, depuis 7 semaines, ils donnent 18 points à leur adversaire, puis ils ont de la misère à gagner. Ils perdent pareil. Fait que, c'est un gros problème. Je vais prendre les Bills. Là. On va espérer que c'est un petit électrochoc là, pour eux, là, l'arrivée d'un nouveau coordonnateur offensif. Mais je dis, c'est une bonne semaine. Tu affrontes les Jets. Ils ont une bonne défensive, là. Mais tu peux t'essayer 12 fois là, pour faire des points tellement qu'ils bottent. Là. Fait que les Bills sont capables de marquer au moins 3-4 fois sur 12-13 drives. OK, ensuite, les Rams reçoivent les Seahawks. Les Rams sont négligés par 2.5. C'est quoi ton call? Je vais y aller avec les Seahawks. Je pense pas que ça va être une partie de plaisir. Les Rams qui ont souvent eu le numéro des Seahawks par le passé, ça fait des matchs souvent plus difficiles que ce à quoi on s'attend. Rappelle-toi, là, ils ont eu un bail, mais ils ont été souvent compétitifs quand même cette année pour une équipe qui est pas mal en reconstruction. Fait que ça va être les Seahawks, mais peut-être plus compliqué que prévu. OK, moi aussi, je prends les Seahawks. Maintenant, on y va avec ton club qui s'en va à Denver. Et ça, c'est deux équipes qui sont le fun à regarder là, en ce moment. Là. Puis Joshua Dobbs, là, écoute, il va avoir les clés de la ville s'il gagne encore, là, parce que il est charmant. On le savait là qu'il y avait une personnalité charmante, mais là, on dirait que dans une équipe gagnante, dans un marché plus habitué au football, puis là, il est vraiment, il est déjà une idole là-bas. Est-ce qu'il va pouvoir affronter une bonne défensive contre les Broncos puis sortir gagnant? Les Broncos sont favoris par 1.5 à domicile. Ça va être un bon défi, là, parce que les Broncos donnent vraiment plus beaucoup de points. Tu les as vu jouer contre Buffalo, là. C'est une équipe... j'ai de la misère à croire que ce club-là a donné 70 points il y a, quelques semaines de ça, là. Ça s'est vraiment resserré. Je peux pas en ce moment miser contre les Vikings, Jean-Nic. La semaine passée, t'as
voulu te payer ma tête en disant que tu m'avais amené dans un piège, que j'avais fini par prendre les Vikings, mais que tu savais, toi, que les Saints allaient gagner. Là, si tu prends les Broncos, tu vas les remanger encore. Là, non, moi, je mise plus contre eux autres. Run the table jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais non, ils vont gagner. Ouais, ils vont gagner. Moi, j'ai pris les Denver la semaine passée contre les Bills. Ouais, c'est vrai, bravo. Et je vais les reprendre cette semaine, juste pour t'ostiner. Puis parce que ils s'améliorent. Tu sais, on est dans une équipe qui s'améliore. Fait que dans ce temps-là, j'aime bien ça, leur faire confiance. Alors que les Vikings, je pense qu'ils ont joué un petit peu au-dessus de leur tête avec l'émotion de Dobbs la semaine passée, surtout. Les Broncos vont être plus méthodiques. Là. C'est rare que je dis ça, les Broncos, et ils vont gagner. Je sens que c'est de la pure provocation. Tu penses que c'est personnel? Ouais, je commence à le sentir Dorion, comme ça. Je vais sortir un livre. T'écriras un livre. Ouais. Toutes les attaques que j'ai vécues. Comment t'as souffert avec moi. OK. Ah, c'est terrible. Bon, mon petit auteur, là, on a un gros match lundi, là. Oui. Je vais être à Miami. Je vais être à Miami en train de regarder un match entre les Panthers de la Floride et les Oilers d'Edmonton. Mais du coin de l'œil, je vais regarder ce match-là des Eagles contre les Chiefs. Qu'est-ce qui va se passer? T'en fais, toi, des affaires dans ta vie puis des voyages. Je suis ébahi. Monsieur, j'ai des aéroplans pour faire le tour du monde 12 fois, là. Ça devrait pas m'écœurer, ces voyages. Mais le seul problème, c'est que j'ai les aéroplans, j'ai pas le temps de le faire, le maudit tour du monde. T'es chanceux, Encore de la victimisation, là. Franchement, bien vite, tu vas t'appeler le punk de football, là, puis tu vas sortir avec Catherine Dorion dans les bars de Québec. Pas de commentaire. Mais non, mais pour vrai, tu vas aux Panthers, tu vas aux Dolphins. Là, c'est tout un voyage, ça, quand même. Oui, je vais voir les Dolphins. Écoute ça, je vais voir les Dolphins dimanche. Je vais voir les Panthers contre les Oilers lundi. Et mardi, je vais voir Doja Cat. OK. Tu reviens quand dans tout ça? Dans tout ça, ça veut dire qu'il faut que je me trouve un ami pour animer le podcast, là, c'est ça? Oui, monsieur, parce que je pourrais pas animer le podcast la semaine prochaine. En plus, t'as bien raison, parce que toi aussi, tu pars en voyage, tu sauras. Oui. Monsieur l'agent de voyage. Alors, on n'a pas réussi. Alors, la semaine prochaine, il est fort probable qu'il y ait un nouveau co-animateur avec l'expert du Journal de Montréal et de Québec, Stéphane Cadorette. Alors... Je te dirais que là, en ce moment, de la façon que t'expliques ça, t'es sur le hot seat, là. Oui, ça se peut que je revienne puis que j'ai perdu mon poste. Ça, c'est pas impossible. Ça se peut que Robin prenne mon poste, en fait, là. On sait pas. Ça va être réévalué week to week, Jean-Nic. C'est ça, exact. Doubtful à l'animation dans 2 semaines. OK. Je dirais que si vous avez des suggestions, là... Ouais, merci. Hey, mais on a une grosse game. Faut revenir là-dessus. Là. Pendant que tu vas te prélasser aux Panthers, moi, je vais analyser à la sueur de mon front les Eagles contre les Chiefs lundi soir prochain. Mais c'est le fun, un Monday Night de même quand même. Pour vrai, là, on blague depuis tantôt, mais il y a des Monday Night des fois qu'on se dit « Ouais, on était bien dimanche avec tel match. » Là, ça va être du bonbon. La revanche du Super Bowl... Puis moi, l'année passée, au Super Bowl, j'avais misé contre les Chiefs, ce que je fais très rarement. J'avais prédit une victoire des Eagles, je l'ai eu d'un dent. Là, écoute, tu veux entendre la stat, là. Andy Reid, après un bye, 21 victoires, 3 défaites. Kansas City aussi, depuis que Big Red est rendu le coach des Chiefs, on sait qu'avant, il était avec les Eagles, depuis qu'il affronte son ancienne équipe, 4-0 contre les Eagles. Je me dis que le point qui me fait craindre une victoire des Eagles, c'est un point en particulier. Moi, c'est Jawan Taylor du côté droit, du côté gauche, c'est-à-dire de la ligne des Chiefs. Ça, c'est inquiétant. Le front défensif des Eagles qui peut le manger tout rond, ce gars-là, là, parce que c'est vraiment le maillon faible de la ligne des Chiefs. Mais écoute, la défensive joue beaucoup mieux, on en a parlé, donne pas de points, donne pas de verge par la passe. J'ai l'impression que cette année, encore une fois, ça va faire la différence. Puis de plus en plus,
plus qu'on va approcher de la fin de l'année, l'attaque des Chiefs va trouver son rythme un peu. Il y a une chimie qui va se développer entre Mahomes et ses receveurs. Je pense que les Chiefs vont demeurer les Chiefs et battre une autre fois les Eagles. Ouais, les Eagles reviennent d'un bail, ils vont voir réparer leur petit bobo. Jalen Hurts va jouer un bon match, comme il a fait pendant le Super Bowl. Ils vont faire plus de verges que les Chiefs. Puis je pense que les Chiefs ont donné beaucoup de verges dans ce match-là. Puis ça va donner des points, pas juste des verges, des points aussi. Les Eagles aussi veulent montrer qu'ils sont capables de battre les Chiefs. Ça se peut que ce soit un rematch du Super Bowl cette année. Là, on a encore des très bonnes possibilités de retrouver ces deux équipes-là au Super Bowl. Je vais prendre les Eagles, moi, en fin de semaine, lundi, pour gagner contre Andy Reid. Enfin, tu peux pas finir 5-0 contre les Eagles. Il faut qu'Andy Reid en perde une. Ça va être lundi. J'ai hâte. C'est la fin des prédictions pour cette semaine. Restez là après la pause. C'est les questions des auditeurs. On revient dans 2 minutes. Question du public. On est de retour à la zone payante. On est en compagnie de Stéphane Calorette et vous êtes en compagnie de moi-même, Jean-Nicolas Gagné, pour une autre séance de questions des auditeurs. Et on va commencer par Thomas de Bordeaux. Ouais, super, Thomas. Comment ça va? Un de tes chouchous avec Robin. Je me rappelle que j'ai... Oui, Thomas, j'aime bien. On a une autre Française qui nous écrit cette semaine, alors on va y arriver. Mais là, Thomas, cette semaine, nous dit... paradoxalement, est-ce que la blessure de Kirk Cousins a permis aux Vikings de s'améliorer en attaque? D'après moi, tu as ton opinion là-dessus. En trouvant un Joshua Dobbs qui est un bon passeur et qui est, lui, par contre, capable de quitter la pochette pour prolonger la séquence et même d'aller chercher des touchés à la course. Mettons que je paraphrase un peu Thomas. Disons que Kirk est un excellent passeur, à mon avis, mais j'avoue que Joshua Dobbs y amène d'autres facettes. Est-ce que l'attaque des Vikings est plus un fit pour un corps mobile ou pour un pocket passer? Ben, Cousins, dans ma tête, jouait tellement du bon football là, que c'est difficile quand même de dire l'attaque est mieux avec Dobbs maintenant. Là. On oublie tout ce qui s'est passé pendant 8-9 semaines, puis maintenant, là, c'est pas mal mieux. T'sais. Je pense que ce serait une vision un peu optimiste des choses. Sans parler de grande amélioration, c'est sûr qu'il amène une autre dimension. Là. Tu sais, la course, c'était pas pantoute la tasse de thé de Cousins. Puis les Vikings ont adapté un peu leur concept offensif à ça. Là. Il y a quand même des courses, des run design qu'on appelle là, pour le corps arrière qui part puis qui peut s'élancer. Donc ça, c'est bien. Ça amène un facteur imprévisible qu'il n'y avait peut-être pas avec Cousins, mais il reste que Cousins... Il avait tellement de grande expérience, une connaissance approfondie du système de jeu. Il jouait son meilleur football en carrière. Tu sais. Je veux bien, Dobbs, c'est une belle histoire, c'est le fun. Il peut avoir un effet positif sur le reste de la saison des Vikings, mais si tu me donnais le choix demain matin, je retournerais à Cousins quand même. OK. Bon, je cherchais mon sifflet, excusez-moi. Tu l'as cherché longtemps, il était loin. Ouais, je sais. C'était pas loin dans mes poches. OK, j'ai 2 questions pour vous, les gars. C'est Fabrice qui nous écrit. Quelle est l'équipe de la NFL avec le plus grand nombre de joueurs provenant d'une même université? Je sais pas si tu as fait ta recherche. Et si on faisait des équipes pour chacun des 50 États américains, quelle serait la meilleure? C'est drôle, ça. C'est 2 bonnes questions. J'avais un feeling personnel pour les deux. Je me suis pas planté. C'est ça qui est le fun. Ça me rassure. Moi, instinctivement, je me suis dit les Eagles avec Georgia. C'est pas mal le match là où il y a le plus de joueurs qui proviennent d'une même université. Ah oui, puis, Eagles avec Georgia University. Oui, okay, depuis 2 ans. Depuis 2 ans, ils repêchent juste des gars de Georgia, que ce soit Jordan Davis, Jalen Carter, Kylie Ringo, Nolan Smith. Il y en a eu plusieurs de Georgia. Puis, effectivement, dans les rosters de la NFL, on voit que les Eagles ont 6 joueurs de Georgia. C'est un sommet dans la ligue, mais il y a d'autres équipes qui égalent ça. Puis, je voulais le mentionner aussi parce que ça, je le savais pas par contre. Là. Mais les Saints ont 6 gars d'Ohio State, notamment l'excellent receveur Chris Olave. Puis les Lions ont 6 joueurs d'Alabama. Puis ça, on l'a vu au dernier repêchage, là, entre autres, 2 excellents choix, Jahmyr Gibbs, le porteur de ballon, puis Brian Branch, un excellent maraudeur recru. Puis pour ce qui est de la deuxième question, là, ça me semblait évident.
c'est le Texas qui produit le plus de joueurs dans la NFL. Ah oui. Si tu faisais une équipe là avec chacun des États, comme notre ami nous demande, ça serait très dur d'aller battre le Texas. Puis j'ai regardé là, parce que j'ai juste dit des fois que c'est une perception puis que je me trompe, mais non. À la semaine 1 cette année dans la NFL, il y avait 187 joueurs originaires du Texas. Ça fait du monde à la messe. Je veux remercier Robert pour sa prochaine question parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude de le faire, mais des fois on l'oublie. Mais là, il aimerait avoir un petit bulletin des Québécois de mi-saison dans la NFL. Il dit, je vous écris en même temps que je regarde le match des Patriots et contre les Colts et je trouve que Sidy Sow se débrouille bien et qu'il est vraiment maintenant un joueur de la NFL. Est-ce que Saint-Just est en bonne voie aussi d'obtenir un contrat? Puis de nous des nouvelles de Mathieu aussi. Ouais, puis en plus, Robert a pris la peine de nous remercier puis de dire qu'il avait voté pour nous au Canadian Podcast Awards. Oui, on a hâte de savoir gentil. si on est les récipiendaires. Il y en a une couple qui nous ont dit ça cette semaine. Hein. Ça fait chaud au cœur, là, vraiment. Moi, je tiens à le dire là, parce que c'est le fun. On a hâte de voir. Mais on va répondre à sa question quand même. Matthew, ça va bien avec les Falcons. Il a joué tous les snaps offensifs cette saison au poste de garde. Il se débrouille très, très bien. Il est du côté gauche. Ce qu'on dit là-bas à Atlanta, parce que évidemment que je vois pas tous les matchs des Falcons, mais ce qu'on dit, c'est qu'en protection de passe, il y a certains jeux que c'est plus difficile, qui se fait avoir un peu, mais on s'attend à ça d'une recrue, effectivement. Là. En jeu au sol, ça semble aller beaucoup mieux. Même chose pour Sidy Sow en Nouvelle-Angleterre. C'est une belle éclosion. On s'attendait pas pantoute à ça. Là. Un choix de 4e ronde qui part avec les Patriots. Bravo. Puis, je le voyais effectivement contre les Colts. On n'hésite pas à courir de son côté. Là. Il est garde à droite. Depuis que les Pats l'ont inséré là, c'est vraiment un franc succès. Fait que on espère que ça va continuer pour lui. C'est une belle trouvaille. Il est partant. Faut quand même le faire, là. Puis Benjamin Saint-Just, il connaît une bonne saison. C'est certain qu'il va avoir un bon contrat là, l'année prochaine. Lui, c'est une année de contrat. Ça a été juste plus difficile en fin de match contre les Seahawks la semaine passée. La dernière drive, il a été très sévère envers lui-même. Il a dit que c'est lui qui avait perdu le match. C'est à ce point-là. Il a écopé de 2 punitions. C'est lui qui a donné aussi le toucher victorieux. Ça arrive là, des moments comme ça, mais cette année, PFF parle souvent de lui, Pro Football Focus. On dit entre autres que c'est le demi de coin dans la NFL. Ils ont une stat, eux autres, qui appelle Forced Incompletions, là, donc des passes incomplètes forcées. C'est sûr que c'est des stats là, un peu plus avancées, mais Benjamin Saint-Just domine tous les demi de coin là-dedans, donc ça se passe globalement très bien, sauf la séquence de la semaine passée. Mais moi, ce que je vois de Benjamin aussi, c'est qu'il est toujours contre le receveur numéro 1 de l'autre équipe, là. C'est pas évident, là. Tu sais, écoute, il a été la semaine passée, c'était DK Metcalf. Puis effectivement, c'est un bon point. Il est souvent opposé au meilleur receveur adverse. Il y a eu des gros jeux en fin de match. Tu sais, il s'est planté, il s'est tapé ses doigts avec sa fin de match difficile. Il y a eu plusieurs autres matchs. Il a sauvé un match en prolongation il y a un mois, là. Ah, oui. Et oui, c'est ça. Tu sais, fait qu'il fait le travail de manière générale. Ça va très, très bien dans son cas. Jonathan, félicitations pour votre nomination. Un autre qui nous félicite, merci. J'espère qu'on va gagner, parce que là, on n'arrête pas de se vanter qu'on est en nomination, mais si on perd, on va avoir l'air épais, là. Ah, on dira rien, on dira rien. Non, c'est pas vrai. On va l'éluder, parfait. C'est pas fou. Je suis en train d'écouter le Red Zone et je viens de voir que Houston s'est fait refuser un toucher pour un illegal touch. Qu'est-ce que cette pénalité? Je la vois très rarement. Merci en passant. Quel match de Dobbs. Bon, Jonathan qui essaie d'aller chercher un peu de ton attention. C'est ce qu'il faut, c'est normal. Dobbs, c'est une histoire sensationnelle. La pénalité pour illegal touch, c'est vrai qu'on n'en voit pas souvent parce que c'est pas des situations qui se produisent souvent, là, à moins que je me trompe de pénalité, mais moi, ce que je me rappelle d'avoir vu, c'est Robert Woods qui attrape une passe pour les Texans après avoir mis le pied en dehors. C'est tout juste le pied en dehors des lignes. Tu peux pas attraper le ballon après ça. C'est une séquence qui est interdite parce que sinon, écoute, les receveurs pourraient se gâter à faire des tracés qui s'en vont sur le banc puis revenir en dedans puis that's it, là. Tu peux pas trop jouer à ça.
Mais c'était serré comme séquence. Le Woods, ça a pris la reprise vidéo. On voit pas clairement le pied en dehors, mais les officiels en ont décidé ainsi. Mais bref, illegal touch, c'est que tu peux pas toucher légalement au ballon après avoir mis le pied à l'extérieur des lignes. C'est à moins que tu aies été forcé. Ouais, ben tu sais, ben non, mais ça c'est sur un punt souvent qu'on voit ça là sur je pensais que c'était punt coverage. Je pensais que, mais si un receveur de passe est poussé à l'extérieur, il peut plus rétablir sa position en terrain. C'est une bonne question, ça serait à vérifier. On reviendra avec ça la semaine prochaine. Mais bon point. Alain, notre ami de Revenge of the Birds, est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre ce qui se passe à Washington? Il n'y a pas si longtemps, les Commanders avaient l'une des très bonnes défensives de la Ligue, mais maintenant, ils échangent leurs 2 meilleurs joueurs défensifs. Est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Commencer une période de reconstruction? Quel est le plan à Washington? Est-ce que c'est la fin de Riviera à Washington? Ouais. Pas une bien bonne époque pour être partisan des Commanders. Il y a beaucoup de questions dans celle-là, mais on va essayer d'y aller rondement. Là. C'est vrai qu'il y avait une ligne défensive extraordinaire en 2020. Là. Je pense que les blessures ont changé les plans. Tu sais, Chase Young, ça a été 2 ans là, à peu près à l'écart, une blessure au genou. Il tardait vraiment à guérir. Est-ce que les Commanders se sont inquiétés de son développement par rapport à ça? Est-ce qu'il va revenir 100% en santé? Je pense que ça a peut-être motivé la décision de l'échanger. Ça, puis on a donné énormément d'argent aux 2 plaqueurs, Jonathan Allen puis Darren Payne. À un moment donné, tu peux pas payer toute ta ligne défensive des contrats faramineux. Maintenant, là, est-ce que les Commanders ont abandonné sur la saison actuelle? Oui puis non. Là, je pense que tu te débarrasses de 2 joueurs importants comme ça. C'est sûr que ça n'envoie pas un très bon signal, mais on voit qu'ils sont encore compétitifs. C'est sûr qu'il y a un nouveau propriétaire en place. Il vient d'arriver. Il va vouloir laisser son empreinte sur l'équipe. Là, il va être excité au repêchage. Il va vouloir plus de choix. C'est le cas là, pour une rare fois avec les Commanders. Puis la grande question là, avec eux autres, on parle, est-ce qu'ils vont amorcer une grande reconstruction? Je pense pas. Peut-être à certaines positions, mais la grande question, c'est Sam Howell. À date, je trouve qu'il joue il est bon ou il est pas bon, là, lui? Ben, il est quand même très bon. Son gros défaut, j'en parle souvent, il prend beaucoup trop de sacs. Est-ce qu'il peut améliorer sa présence dans la pochette protectrice? C'est ça la grande question dans son cas, parce que, écoute, c'est lui qui a le plus de verges cette année dans toute la NFL. Si je t'avais dit avant saison, le meneur après 10 semaines pour les verges accumulées va être Sam Howell, tu m'aurais traité de fou, là. Fait qu'il y a un potentiel les verges, là. C'est une statistique quand même qui peuvent être trompeuses. Ça peut être trompeuse parce que tu tires de l'arrière, tu accumules des verges, tout ça. Là, mais tu sais, il y a beaucoup de beaux jeux. Si tu regardes les Commanders, Sam Howell a beaucoup de passes dans des tight windows, des fenêtres très, très, très serrées. Il y a un bon placement de balle, mais il va falloir vraiment qu'il améliore là, le côté protection de lui-même. C'est pas toujours sa ligne là, qui donne des sacs. À un moment donné, ça vient de lui aussi. Donc, s'ils sont capables de le développer adéquatement, ça peut être une reconstruction qui est très courte. Mais s'il faut que tu ailles rechercher un corps arrière, que tu recommences à zéro, que là, tu te dis, bon, on va améliorer d'autres positions autour de lui, ben, ça peut être une reconstruction un peu plus longue. Ça reste à voir. Lauriane, en direct de la France, mais je sais pas où. Lauriane, d'où tu viens? Ce serait bien qu'on le sache, là, pour qu'on puisse faire un peu mon personnage de français, là, puis parler d'où tu viens. Donc, j'aimerais que tu nous dises quelle est ta ville d'origine, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie, peut-être, même. Bon. Tu vas nous faire l'accent des régions en plus, mon Jean-Nic? Oui, exactement. J'espère qu'elle vient du Sud, hein, parce que le Sud, hein, les Gascons, c'est bon. Bon. Que pensez-vous de Bryce Young? Une mauvaise pioche à la draft? Alors, est-ce que c'est une mauvaise pioche à la draft? Ou est-ce que c'est un QB qui est performant mais mal entouré? Comment expliquer la différence de performance entre sa période universitaire et son début de carrière de la NFL? Ben, moi, je vais m'attacher à sa question. Est-ce que les Panthers, en repêchant Bryce Young, ils ont oublié de l'entourer?
Ouais, c'est en plein ça qu'il faut voir. Il n'y a pas de receveur. Tu sais, Adam Thielen, c'est son receveur numéro 1. Moi, je dis depuis le début de la saison que ça suffit pas, c'est clair. On a dû laisser aller DJ Moore dans la transaction pour aller chercher le premier choix. Là. Fait que, tu sais, ben, toi, je sais que tu l'aimes pas. J'ai hâte de le voir là, à Chicago s'il y a un vrai corps arrière. À un moment donné, il semblait... Au moment où Justin Fields s'est blessé, il semblait prendre son envol. Tu regarderas ses stats, mais c'est plus difficile depuis. Des matchs contre les Panthers ou contre... en tout cas. C'est sûr qu'il va faire 100 verges contre une équipe qui en donne 250 en moyenne par semaine. Mais c'est les matchs importants que je veux le voir sortir. Puis là, dans ce temps-là, c'est comme, il est comme Cole Caulfield. Il disparaît quand c'est le temps de jouer et que ça brasse. Puis il fait des buts à 3 contre 3. Là. C'est ça. DJ Moore, c'est pas... pour finir là-dessus, parce qu'on n'est même plus dans la question, mais c'est pas Justin Jefferson, c'est pas AJ Brown, c'est pas un receveur ultra dominant, mais c'est un bon receveur d'après moi. Oui, mais bon, oui, on s'entend. Tu regardes, faut pas paniquer avec Bryce Young non plus. Là, CJ Stroud fait tellement de bonnes choses que toutes les autres sont pourries. Là. Faut faire attention. Rappelle-toi que Trevor Lawrence avait eu une saison recrue très difficile. Puis ça fait pas 50 ans, là, ça fait 2 ans. 12 touchés, 17 interceptions. On se posait bien des questions. Même la première moitié de saison de sa deuxième année, c'était so-so pas mal. Là. On se posait encore des questions. Puis tout à coup, l'éclosion, il a vu la lumière ou je sais pas quoi, là, il a vu Dieu. Puis c'est devenu un corps arrière très menaçant. Ouais, ça aide plutôt que Urban Meyer dans la NFL. Quand Doug Peterson fait gagner le Super Bowl à Nick Foles, là, d'après moi, c'est un QB guru. Là. Ouais, tu peux l'écouter. Il y a peut-être de bons conseils. Fait que c'est ça. Faut juste rester calme. Ça veut pas dire parce que c'est plate de le voir en contradiction en opposition avec CJ Stroud. Mais c'est pas toujours ça, là, des saisons recrues à la CJ Stroud. OK, il faut enchaîner. Samuel qui nous pose la question, pensez-vous que les Pats veulent garder Belichick pour ne pas qu'il brise le record de nombre de victoires pour un coach dans une autre équipe? Non. Ça se peut pas, une équipe qui accepterait de sombrer avec son coach juste pour pas qu'il aille bien paraître ailleurs. Pour un record? Non, ça c'est impossible. Puis tu sais, il faut se dire une chose, de toute façon, si Bill Belichick bat le record, s'il y a une chance de le battre ailleurs, là on est dans l'hypothétique, il restera toujours en fin de carrière quand il va avoir son buste au Hall of Fame qui va être identifié aux Patriots. Fait que peu importe s'il s'en va battre le record avec les Chargers, avec les Falcons, avec les Titans du Tennessee, ça va être un Patriot de toute façon. Là. Michel et Mathieu nous posent la question un peu sur les Bills. De quoi penser des insuccès des Bills? Est-ce que c'est Allen qui est brisé? Est-ce que c'est le coach qui doit payer pour les insuccès? On en a parlé un peu tantôt, mais c'est quoi ton opinion là encore sur les Bills puis sur le coaching et Josh Allen? Je pense pas qu'Allen est brisé, parce que moi, brisé, je vois ça comme un terme, là, il n'y a plus rien à faire avec lui. Là. Pour moi, brisé, c'est Mac Jones. Josh Allen est clairement pas rendu à ce niveau-là. C'est sûr qu'il doit réduire les revirements, mais encore là, il y a quelques revirements qui sont de la faute aussi de ses receveurs. Tout le monde est un peu négligent avec le ballon à Buffalo en ce moment. Est-ce que le coach, Sean McDermott, je te disais moi tantôt, est-ce qu'il mérite de payer à un moment donné? Est-ce qu'on a fait le tour avec lui? Peut-être. C'est pas impossible. Mais chose certaine, pour moi, une équipe qui est encore, malgré les insuccès récents, qui est aspirante, pour la saison en cours, qui veut encore se battre pour une place en série, puis peut-être plus après, je vois pas l'avantage que tu gagnerais là, aujourd'hui, maintenant, à dire, Josh McDermott, c'est fini, on passe à autre chose. Je pense qu'il faut aller au bout avec lui, là, au moins au bout de la saison. Là. Mais les Bills, c'est pas impossible là, qu'ils se replacent. Il y avait eu une espèce de passage à vide comme ça en 2021. Je regardais plus tôt. Il était une séquence dans la mi-saison, il était 2-4, exactement comme en ce moment. Il allait chercher une 20aine de points par match, exactement comme en ce moment. Puis il était devenu red hot en série. Josh Allen n'était pas arrêtable. Donc,
faut peut-être pas désespérer. On s'entend que la mi-saison, c'est pas le temps de piquer. Il faut que tu piques à un moment donné. La saison, c'est drôle, je le répète, mais on dirait que le 17e match, dans ma tête, il a vraiment allongé la saison. Assez pour maintenant dire qu'une saison d'NFL, tu peux vivre des périodes, un peu des passages à vide, alors que le meilleur moment pour piquer, c'est vers la fin de la saison. Et un passage à vide quand t'es encore une fiche de 500 mi-saison, c'est quand même pas si pire. Jérôme nous pose la question. Je vois beaucoup de similitudes dans le parcours de Geno Smith et Joshua Dobbs pour arriver à faire leur place et avoir la confiance d'une équipe. Les Vikings auront-ils une décision à prendre? Le même contrat à Dobbs? 75 millions sur 3 ans. Il va falloir vraiment qu'ils connaissent une bonne fin de saison pour faire ça. Ou re-signer Cousins à 36 ans. Là, il faut que tu regardes un peu dans ta boule de cristal. C'est dur de prévoir là, parce que là, Dobbs a 2 matchs de jouer. Puis je vais joindre ça à la question de Mathieu Labbé, parce que lui aussi, il parle un peu de Dobbs, là, si tu me permets. Il dit « Salut les boys, pensez-vous que Josh Dobbs pourrait faire un genre de Case Keenum 2.0? » Puis j'ai adoré cette question-là, parce que Keenum, rappelle-toi, là, c'était en 2017. Il avait sauvé la saison des Vikings. Là, le corps arrière, Sam Bradford, s'était blessé. Puis là, on se disait « Whoop, là, la saison vient de prendre le bord. » Puis Keenum était arrivé de nulle part. Puis ça avait été une ride fantastique jusqu'en finale de conférence. Fait que c'est drôle. Puis ça peut être un scénario similaire. On sait jamais. Mais pour ce qui est là de dire est-ce qu'on devrait lui donner un gros contrat, il reste encore pas mal de football à jouer. Il reste des croûtes à manger. Tu peux pas tout de suite songer à ça. Là, c'est le fun, c'est cute ton histoire, mais écoute, là, faut laisser du temps au temps. Si j'avais à me prononcer aujourd'hui, si tu me disais, là, go, prononce-toi pareil. Pour moi, la situation idéale, ça reste de ramener Cousins 1 an ou 2, un contrat court, puis de penser au futur, de repêcher un corps arrière au draft très rapidement. Bruno nous demande, entre TJ Watt et Myles Garrett, lequel prenez-vous sur votre équipe en premier? Oh boy, hey, ça c'est une grosse question. Moi je prends Myles, il est trop gros, honnêtement là. Tu sais, TJ là, il est vraiment vite, il est intelligent, il est quick, il est tout là. Tu sais, c'est 2 excellents joueurs, mais Myles Garrett, c'est comme un extraterrestre. Faut que tu le prennes. Moi, la production en termes de sacs, les stats principales, c'est à peu près similaire, mais Myles Garrett est plus constant. Il va t'amener plus de pression généralement qu'un TJ Watt. TJ Watt, là où mais TJ Watt, on dirait qu'il peut te gagner une game à lui tout seul. Ben, c'est exactement là que je m'en allais. Il y a le gros jeu sur un 4e jeu, au 4e quart, tu sais, le jeu impossible, là, il sac le corps arrière, il récupère lui-même le ballon, puis il le ramène sur 35 verges pour un toucher, là. Ça, c'est TJ Watt. Myles Garrett est peut-être moins là-dedans, mais les bons jeux au bon moment, de manière très constante, meilleur contre le jeu au sol aussi, je pense. Un joueur un peu plus complet, peut-être moins flashy là, dans le résumé du match que tu vas aller voir après coup, mais je pense aussi que j'irai pour Garrett. Que feriez-vous, Steve nous pose la question, à la place des Jets avec le poste de QB? On en a parlé à notre podcast, on le sait qu'il est poche, Zach Wilson, on dirait qu'on est le seul à le savoir, mais non, il le garde pareil. Là, tu vois, Joshua Dobbs, ça les fait mentir, là. Il s'arrêtait quoi d'aller chercher Joshua Dobbs? C'est facile à dire, je sais bien. Ouais. Mais est-ce qu'ils ont jeté la serviette et ils vont repêcher un QB avec leur premier choix l'année prochaine, ou ils vont attendre le retour de Rodgers et travailler avec lui l'an prochain? Ben là, puisque cette question-là porte pas sur Zach Wilson, on va en profiter, ça va nous faire parler d'autre chose, mais t'as pas le choix, là. Faut attendre Rodgers. Rodgers, non seulement il a été clair dans son intention, il veut revenir cette année, ça c'est une chose, mais avant même qu'il se blesse au début de l'année, là, il disait de plus en plus clairement, moi les Jets, c'est pas un projet d'1 an, je me vois ici là, passer la saison en cours, c'est sûr qu'il jouera plus pendant 8 ans, on s'entend. Mais d'après moi, blessure ou pas, il revenait là, l'an prochain. Fait que t'as pas le choix, tu continues avec lui. Puis écoute, tu régleras ce problème-là, peut-être pas cette année, mais l'an prochain au repêchage. Moi, je serais en confiance là, qu'ils reviennent avec cette équipe-là. OK, Gabriel, pensez-vous que CJ Stroud sera le premier rookie qui pourrait être MVP
En 50 ans. Ouais, ça serait le premier depuis Jim Brown en 1957. Écoute, à date, c'est légitime, il est dans la conversation. Mais j'insiste sur à date parce qu'il y a une condition. Les Texans n'ont pas le choix de faire les séries. Puis je continue de croire que c'est loin d'être sûr que ça va arriver. Parce que là, on parle pas de simplement des stats. Joueur le plus utile. Joueur le plus utile à quoi? Tu sais, pour moi, si t'es le joueur le plus utile, t'as au moins amené ton équipe en série. T'as transporté cette équipe-là à un tout autre niveau. Si les Texans font pas les séries, à part s'il y a des stats vraiment là astronomiques, clairement au-dessus des autres qui sont en série, je vois pas comment on peut le considérer. Là. Pour toutes ces raisons-là, je suis pas prêt à dire que c'est fait. Mais en ce moment, là, aujourd'hui, oui, il est dans la conversation. Enregistrez-moi, là, CJ Stroud, il va décevoir d'ici la fin de la saison. Je pense que c'est les meilleurs moments de sa saison qu'il connaît en ce moment. Le mur des recrues. Moi, je pense ça. En terminant, avant la question Robin, là, oubliez pas, là, on vous laissera pas tomber, il va y avoir le moment Robin, mais avant le moment Robin, il y a le moment Roussovski, un autre auditeur qui est fidèle. Fidèle aussi. Selon vous, quelle équipe a le meilleur avenir? Jeunes joueurs prometteurs et beaucoup de draft picks, etc. Et quelle est l'équipe qui a l'avenir le plus sombre? En termes d'avenir, les Texans cette année, excellent draft, là, non seulement Stroud, mais j'en parlais tantôt, Will Anderson, il y a un partant sur la ligne à l'attaque aussi. Ils ont des jeunes, tu sais, je pense à un Jalen Petrie dans la tertiaire, c'est un jeune de 2e année qui performe bien. Les Lions, même affaire, là, beaucoup de bons jeunes, un excellent repêchage cette année, tu sais, t'as eu Sam Laporta, entre autres, Jahmyr Gibbs. Il y a plusieurs bons jeunes dans les dernières années qui se sont développés là à Détroit. Je pense que c'est pas mal là, 2 équipes qu'on peut nommer comme ça. Les Jags, si Trevor Lawrence fait le pas en avant là, qu'il a fait l'an passé, s'il continue dans cette lancée-là, ça c'est sûr. Je regardais, tu sais, les Cards en ce moment, là, c'est vraiment pas chic, mais il faut les surveiller. Au prochain repêchage, 2 choix de première ronde, 1 choix de 2 et 3 choix de 3e ronde. Fait que si tu vises bien, là, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que t'as beau avoir plein de choix, des fois tu te gourres complètement. Mais les Cards pourraient être à surveiller. Puis pour ce qui est des avenirs un peu plus difficiles, je vois une bonne reconstruction à venir pour les Bucs. Là, on a pelleté beaucoup par en avant dans les dernières années avec Tom Brady, avec beaucoup de vétérans, quand même très cher payés. Tôt ou tard, ça va rattraper là, les Bucs, je pense. Fait que ce serait eux autres que j'identifierais. Tu reconnais ce son? Évidemment, absolument. C'est le moment Robin. Oui. Robin, qui nous a fait peur quand même. Il a envoyé une question à la dernière minute. Alors Robin, s'il te plaît, essaye de pas jouer avec nos nerfs. Là. Déjà que tu nous connais, en tout cas moi, tu sais que je suis un peu émotif par moment. Là. Puis si j'avais su que tu n'aurais pas eu le temps de nous transmettre ta question, là, je suis pas sûr que j'aurais été en mesure d'animer ce soir. Là. Donc, s'il te plaît, plutôt les questions, c'est la première chose. Et deuxième chose, là, par exemple, ça me fait plaisir de savoir que Robin est un partisan de la CFL. Est-ce que tu t'en serais douté, toi, que Robin est un amoureux du football à 3 essais? Est-ce qu'il a vraiment dit ça dans sa question? Qui a eu l'idée stupide de faire 3 essais plutôt que 4 au football canadien? Depuis quand cette mauvaise idée était-ce seulement pour faire différent de la NFL? C'est pas fou quand même de se différencier avec le nombre d'essais, mais je présume que c'est pas la raison. Ouais, mais tu sais, ça montrait pas qu'il était un amoureux là, de la CFL quand même. Là. Ah ben là, s'il pose une question sur la CFL, dans ma tête, là, dans mon esprit, c'est un amoureux de la CFL. Sinon, ou c'est un amoureux en devenir. Mais sa question m'a permis c'est un ornithologue qui souhaite peut-être que les Alouettes gagnent. Un ornithologue? Mais sa question, moi, m'a permis de découvrir de quoi? Pour vrai, là? Je suis content qu'il l'ait posé parce que moi, personnellement, là, je m'en suis jamais caché. Tu es en train de dire que tu vas te coucher moins niaiseux grâce à Robin? Eh oui.
c'est en plein ce que je te dis. Puis le football à 4 essais, moi, c'est toujours ce que j'ai préféré, le football américain. Mais, écoute, à la base, ce que j'ai lu en faisant mes recherches exhaustives, c'est que le football était à 3 essais, autant ici que chez les États-Unis. Puis à un moment donné, ben c'est la NFL et le football en général aux États-Unis qui ont dit on va faire changer ça, on va passer à 4 essais. Ça, ils ont décidé ça en 1912, mon ami. Pendant ce temps-là, ben le Canada a dit nous autres, ça va bien, on va rester à 3 essais. Donc c'est pas quelqu'un au Canada ou dans CFL qui a dit on va mettre ça à 3 essais, nous autres, on va changer ça. C'était déjà ça, puis c'est la NFL qui a changé. Mais bref, c'est pas impossible que ça change dans l'avenir parce que je sais que ça s'était discuté même jusqu'aux assises de la Ligue canadienne l'an passé. Il y avait 2 clubs, je pense que c'est Toronto puis Calgary, qui avaient même voté pour faire passer à 4 essais. C'était pas allé très très loin, là, les autres clubs étaient pas en faveur, mais quand il y a des discussions, tu sais jamais ce que ça peut amener dans l'avenir. Donc bref, cette règle que Robin trouve stupide, ben ça pourrait éventuellement changer. Vous pouvez nous envoyer vos questions, nous interpellant sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Facebook. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez joindre notre groupe Facebook Nos précieux conseils de fantasy football sur Facebook. Nos précieux conseils de fantasy football. C'est facile. Vous y allez, vous nous demandez de vous ajouter à notre groupe privé et on peut avoir des discussions sur des joueurs ou sur d'autres choses. On poste aussi à chaque semaine pour vos questions avant qu'on enregistre le podcast. Donc, vous pouvez nous poser vos questions par ce groupe-là. Et vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à l'adresse suivante. La zone payante @quebecormedia.com. Restez là après la pause, c'est le bar. Vous êtes sur la zone payante, un podcast de Cube Radio en compagnie de Jean-Nicolas Gagné et de Stéphane Cadorette. N'oubliez pas que vous pouvez nous regarder, vous cherchez sur YouTube ou sur cube.ca le podcast de la zone payante et on est en audiovisuel, mais vous pouvez aussi bien sûr nous entendre sur toutes les plateformes de podcast, Spotify et autres, surtout sur Cube Radio. OK, Steph, on y va avec notre visite au bar. Ouais. Je vais commencer cette semaine. Vas-y. Parce que j'aimerais amener avec moi une personne très en vue. Alors, je vais être très populaire quand je vais rentrer au bar parce que je vais rentrer avec Patrick Mahomes. Hein? Ce qu'il a fait. Il était pas en bail, lui? Oui, mais Patrick Mahomes était en bail et il était justement avec Eli Manning et Peyton Manning. Oui. Et est-ce que tu sais ce qu'il a déclaré? D'abord, il m'a appris qu'il était superstitieux. C'est pas une très grande surprise. La plupart des athlètes professionnels ont développé au cours de leur carrière certaines superstitions, des fois plus petites, des fois plus grosses. Mais Patrick Mahomes en a eu une qui a été... en fait, c'est Chad Henne qui l'a un peu lancé sous l'autobus. Son corps arrière substitut durant plusieurs années à Kansas City. Ouais. Il a dit en entrevue que Patrick Mahomes portait toujours, les jours de match, les mêmes bobettes. Ah. Comme on dit à Montréal, les mêmes culottes. Alors là, je me suis un peu renseigné là-dessus. Quand j'ai entendu Chad Henne dire ça, je suis allé voir. Et Patrick Mahomes a admis qu'il portait toujours les mêmes bobettes lors de ses matchs. Des bobettes qui ont été offertes par sa femme. OK. Et il les porte depuis plusieurs années. Et écoute, quand ça va très bien, quand il est comme sur une bonne séquence, là, il n'a pas été clair qu'il l'avait pas du tout, mais il a dit qu'il l'avait moins. Oh. OK. Fait que là, après un match, ça doit sentir le printemps après un match.
Ouais, puis il a dit qu'il était pas, il était quand même encore en bonne forme, là, les bobettes, parce qu'il met juste les jours de match. Puis il a dit qu'il a pas le choix d'y mettre parce que c'est un cadeau de sa femme. Fait que ça ouvre tout un autre aspect de sa personnalité dans lequel j'entrerai pas. Mais on voit qui porte les culottes et qui porte les bobettes, en tout cas. Oh! Merci pour ça. Donc, tout ça pour dire que je me suis dit, je vais me gâter, je vais amener Patrick Mahomes au bar. Là, c'est le cocktail que j'ai hâte de voir. Là. Ben, écoute, dans la même histoire, là, on apprend que ces bobettes sont rouges. Je suis désolé. Je sais que c'est beaucoup de détails, là, mais apparemment mais que... C'est logique rouge, au moins. Oui, ben c'est logique. Chiefs. Oui, c'est ça. C'est logique. C'est logique à ce point-là. Fait qu'il porte des bobettes rouges qu'il lave pas souvent et il les porte depuis plusieurs années parce que c'est un cadeau de sa femme et il dit qu'il doit porter les cadeaux de sa femme et c'est une superstition. Dans ce cas-là, mon cher Patrick, on va aller au bar et on va boire un Red Velvet. Ah, ben oui. Ben oui. Et voilà. Bravo. La liqueur de chocolat blanc, en partant, dans le drink, de la vodka, de la grenadine, du lait, un peu de frosting de cream cheese. OK. Des red sprinkles, red velvet cake crumble, et tu as ton red velvet. Alors, je vais boire ça avec Patty Boy, puis si sa blonde veut venir nous rejoindre et m'offrir des bobettes, ben, je suis preneur parce que les miennes commencent à être pas mal maganées parce que moi, je les lave. T'es porteras en même temps que ton chandail de Tua. La superstition va être bonne. C'est bon. Ben, regarde, c'est pas fou. Tu peux pas rire des superstitions des autres, là. Non, mais moi, au moins, je vais laver mon linge. Est-ce que toi, ton invité, lui, a des problèmes par rapport à sa laundry? Oui, ben, on va parler définitivement. On est dans le tissu cette semaine au bar. Moi, c'est Tommy DeVito. Tommy DeVito, qui a un nom d'acteur qui pourrait jouer dans un film de Martin Scorsese, mais non, c'est le corps arrière des Giants. Un corps arrière recru, qui a encore besoin là, du support de sa famille. On respecte ça, c'est tout à fait normal, mais une entrevue très spéciale qu'il a donnée la semaine passée où lui, ce qu'il dit, c'est « J'aime ça, j'habite proche des installations de l'équipe, mes parents s'occupent de tout, j'ai pas à me soucier de ce que je mange le soir, quand j'arrive, le souper est prêt. » Jusque-là, bon, c'est cute, là. C'est rien de mal. Mais il a été jusqu'à dire... Il vit chez ses parents. Oui, c'est un Tanguy, là. Bon, OK, c'est son choix. Mais là où moi j'ai tilté un peu, c'est qu'il a dit « Ma mère fait mon lit à tous les jours. » Quoi? Je sais pas, là. Ma mère fait mon lit. Moi, je trouve que ça mérite clairement une place au bar. À un moment donné, coupe le cordon. Oui. Va mettre ton pyjama, là. Hey, là, à date, c'est pas convaincant de toute façon, sa stratégie, parce que sa mère fait son lit, elle fait son lunch, elle fait son souper. Elle s'occupe de tout à la maison. Puis ça le fait pas jouer yard mieux, là. On s'entend. C'est pas comme si c'était une recette miracle puis qui sortait du lit revigoré là puis que tout était beau. Fait que Tommy DeVito, va mettre ton pyjama, on s'en va se coucher. On a un petit lit là portatif au bar. Puis ça va être du bon lait chaud. Tout simplement, là, pas de cocktail cette semaine là, m'emmener. Avec un biscuit, un Oreo. Tout le monde est aux petits soins, là, mais là, moi, ça va être du lait chaud avec un petit biscuit, puis écoute, ça va être servi dans un petit biberon. Un bon biberon de lait chaud. Bon, c'est pas fou. Ben, peut-être qu'il se fait encore allaiter, hein, parce que tu sais qu'il y a des gens qui décrochent tardivement de l'allaitement. Ah oui, il y en a qui sont pour ça longtemps. Fait qu'on le sait pas, effectivement. Ben merci Tommy de nous permettre de se moquer de quelqu'un qui aime ses parents.
Hey non, mais là, je me moque pas du fait qu'il aime ses parents. Là. Ben, un peu. Non. Je trouve que Non. tu prends des risques qu'on reçoive des courriers, des courriels de haine. Il y a plein d'histoires cute dans la NFL de mom and dad, là. Regarde, Mama Kelsey, là, c'est super drôle, ça, tout le temps. Ouais. Je pense pas qu'elle fait le lit de Travis puis de Jason, là, parce que Jason, il aimera pas ça, là. Non, puis Travis, on sait qu'il partage son lit, puis on tombera pas là-dedans. D'ailleurs, elle devrait pas être au match en fin de semaine parce qu'elle est en tournée au Brésil. Et voilà. Alors ça aussi, là, ça peut jouer contre les Chiefs là, qui vont accueillir les Eagles. Travis ne sera pas accompagné de sa charmante. Alors, raison de plus pour prendre pour les Eagles, mon homme. Moi, je reste avec les Chiefs. C'est ce qui conclut cette émission de la Zone Payante. Merci Stéphane d'avoir été là. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve de la semaine prochaine pour une autre édition de la Zone Payante. Bye bye.